Merci beaucoup, Madame la directrice de l'École doctorale 60. Merci pour cette invitation. C'est pour moi un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui à cette journée qui marque le début pour vous de votre formation doctorale. Vous avez souligné ce matin que c'était une grande première, cette journée. Donc, pour le référent intégrité scientifique, c'est aussi une grande première puisque j'ai été nommé récemment. Et donc voilà, c'est un plaisir pour moi de faire ma première intervention en tant que référent au cours de cette journée. Alors mon intervention en tant que référent intégrité scientifique, j'ai assumé un ensemble de missions que je vous exposerai durant mon intervention. Mais l'une de ces missions, ça inclut la promotion, la formation, la défense de l'intégrité scientifique. Donc c'est pour cela que ma présentation, je l'ai organisée en deux grandes parties. La première partie, une intervention sur la définition de ce qu'est l'intégrité scientifique et qu'est-ce qu'on entend par manquement à l'intégrité scientifique, quelles sont les différentes formes de manquement à l'intégrité scientifique. Et j'ai essayé de donner un ensemble de repères pour pouvoir... un ensemble de repères pour essayer de vous aider à identifier quelles sont les différentes formes de manquement qui peuvent être éventuellement réalisées. L'intégrité scientifique, c'est aussi, on le verra, une volonté politique depuis quelques années de la part des pouvoirs publics de promouvoir l'intégrité scientifique, de la défendre et puis d'organiser les traitements de manquements à l'intégrité scientifique. Donc aujourd'hui, en tant que chercheurs, nous évoluons dans un environnement où il y a un ensemble de textes qui ont été publiés et un ensemble de dispositifs qui ont été mis en œuvre au niveau national, mais aussi au sein de chaque établissement pour pouvoir promouvoir l'intégrité scientifique et également traiter les manquements à l'intégrité. Donc ça veut dire que je vous exposerai un petit peu quels sont ces principaux dispositifs, quels sont ces textes qui ont été publiés. Et bien évidemment, je vous indiquerai où vous pourrez récupérer tous ces documents. Alors, au sein de l'université Paul Valéry Montpellier 3, le référent intégrité scientifique a été également le président du comité d'éthique d'établissement. Donc ce sera un deuxième volet que j'exposerai à la fin de mon intervention, puisque notre établissement va non seulement promouvoir l'intégrité scientifique, mais également travailler pour se doter d'un outil original qui va être un comité d'éthique SHS d'établissement qui va avoir un périmètre très particulier et des missions un petit peu particulières au regard de comités d'éthique qui peuvent déjà exister en France et notamment à Montpellier. Donc je vous exposerai également un petit peu ce projet et un petit peu l'état des lieux d'avancement des travaux sur cette question. Alors je souhaitais commencer mon intervention par une petite citation. Alors malheureusement, je constate qu'elle est un peu petite, les caractères sont un peu petits, mais bon, je me suis assuré auprès de la directrice de l'école doctorale 60 que mon document sera disponible sur le net. Donc vous pourrez consulter à loisir cette phrase en récupérant le document. En fait, cette phrase que j'ai indiquée ici, elle me semble intéressante à plusieurs titres, mais notamment, elle me semble poser de manière assez cruciale un aspect de l'intégrité scientifique qui concerne la responsabilité de l'étudiant, mais aussi la responsabilité du directeur de thèse. C'est une relation entre deux personnes et cette relation doit respecter des règles d'intégrité. Donc cette citation, c'est celle de Bernard de Chartres, XIIe siècle, mais peut-être que vous écoutez la radio le samedi matin, vers 11h, et il y a une émission qui est réalisée par Jean-Claude Amiézen qui s'appelle sur les épaules Darwin. Et si on va un petit peu plus loin, c'est sur les épaules Darwin, sur les épaules des géants, se hisser sur les épaules des géants pour voir plus loin, pour voir l'invisible. Enfin, c'est une partie, il y en a un peu plus après. Et en fait, cette phrase fait partie des innombrables phrases qui ont été déclinées à partir de cette phrase de Bernard de Chartres qui nous dit « Nous sommes comme des nains juchés sur les épaules des géants, de sorte que nous pouvons voir plus de choses qu'eux ». Et en fait, dans cette phrase, il y a deux idées fortes concernant le rôle du directeur de thèse et le rôle du doctorant. C'est que le directeur de thèse, il a un rôle, c'est de vous aider à vous hisser sur ses épaules pour que vous puissiez accéder à la connaissance, à la compétence, et qu'il vous aide à voir plus loin. Le deuxième versant, c'est que les géants, ce sont des êtres qui peuvent être impressionnants et qui peuvent donner l'impression qu'ils peuvent nous écraser.
Mais malgré tout, leur rôle, c'est non seulement de nous aider à nous hisser à leur niveau, mais leur rôle, c'est aussi de nous permettre de dépasser et de les dépasser. Et donc la deuxième phrase, cette phrase-là inclut également cette partie qui est que nous pouvons voir plus de choses qu'eux. Et qu'à un moment donné, le rôle du doctorant et le rôle du directeur de thèse, c'est aussi aider le doctorant à pouvoir voir plus de choses et aller plus loin que ce que le directeur de thèse peut avoir comme connaissance. Et je pense que cette phrase illustre bien un petit peu cette responsabilité mutuelle qui est ce qu'on attend du doctorant, ce que l'on attend du directeur de thèse et quelle est la responsabilité des uns et des autres. Et la responsabilité, on le verra, c'est un aspect de l'intégrité scientifique. Alors l'intégrité scientifique et les manquements à l'intégrité scientifique, ce n'est pas une chose nouvelle. Ça fait de nombreuses années que des manquements à l'intégrité existent, sont rapportés. Alors heureusement, les manquements à l'intégrité restent des choses relativement rares. On estime qu'il y a à peu près 1 à 2% des articles publiés qui seraient fraudulés. Ce faible pourcentage doit malgré tout ne pas être minimisé, puisqu'en fait, l'intégrité scientifique repose sur des valeurs. Et ces valeurs sont celles qui font que le chercheur et la recherche vont avoir une fonction, une place dans la société. Puisque, je vous rappelle, nous réalisons une mission de service public et nous faisons de la recherche financée par le public. Autrement dit, la société attend de nous quelque chose. Et surtout, la société attend de nous que nous fassions de la recherche en respectant un ensemble de règles et un ensemble de valeurs. Et cette confiance que la société a en nous, elle est nécessaire pour que nous puissions réaliser notre travail et que nous puissions continuer à faire de la recherche. Et ce petit pourcentage de manquement à l'intégrité, tout petit qu'il est, il représente une menace pour cette confiance que la société a mis en nous et qui fait que la société nous soutient et que des personnes, on fait de la recherche en psychologie, il faut que des personnes participent à nos recherches. Sans participer à nos recherches, nous ne pouvons pas travailler. Ces personnes participent à nos recherches parce qu'elles ont confiance en nous. Et ce petit pourcentage de manquement à l'intégrité vient remettre en question cette confiance que l'on a en nous. Alors, les manquements à l'intégrité scientifique, depuis de nombreuses années, on entend parler, les journaux, les médias s'en font les échos, mais aujourd'hui, ces manquements à l'intégrité scientifique sont diffusés très rapidement et très largement avec les nouvelles technologies. En l'occurrence, les manquements à l'intégrité scientifique vont être repérés par ce que l'on appelle des lanceurs d'alerte. Ces lanceurs d'alerte peuvent avoir de multiples formes. Ça peut être des collègues, ça peut être le collègue du bureau d'à côté, mais ça peut être aussi le collègue de l'autre côté de l'Atlantique qui va repérer dans un article, dans un papier, il va repérer, tiens, un résultat étonnant. Comment se fait-il que j'ai tel résultat statistique, sachant le type de données qui sont censées être collectées ? Donc dès qu'un lanceur d'alerte commence à repérer ce type de choses, il va rentrer dans une machine qui fait qu'il va rechercher, et à un moment donné, il va commencer à constituer un petit dossier. Et ce sont ces dossiers que l'on peut retrouver sur des blogs, que l'on peut retrouver sur Internet, et qui après peuvent être repris en écho dans les médias tels que Le Monde, etc. Donc aujourd'hui, les manquements à l'intégrité scientifique sont beaucoup plus connus qu'auparavant, et ils sont beaucoup plus médiatisés, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors quand on parle d'intégrité scientifique, c'est un petit peu compliqué de ne pas parler d'éthique, d'autant que je vous l'ai dit en introduction, je vais assumer pour l'instant 2 casquettes, référent intégrité scientifique et président du comité d'éthique. Bon, quelle est la différence entre éthique et intégrité, et en quoi, en tant que référent intégrité scientifique, je vais avoir une mission et des actions très particulières. Alors la distinction, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'il y a notamment, lorsqu'on regarde du côté des anglo-saxons, il y a un petit peu de différences sémantiques qui font qu'un terme utilisé par les anglo-saxons va avoir un sens un petit peu différent que l'on va nous l'avoir. Si je prends juste l'exemple de l'expression « code of ethics », les codes d'éthique, ce sont des codes qu'on peut retrouver partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Code of ethics, ça va désigner code de bonne pratique. Et de fait, on peut avoir le sentiment que l'éthique a à voir avec la bonne pratique. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas,
puisque ici, Code of Ethics, ça entend en termes de code d'intégrité, ça renvoie à de l'intégrité scientifique. Donc déjà, ce type d'expressions peuvent conduire à un amalgame et à une confusion des termes. Alors pour être un peu plus précis, lorsque l'on parle d'éthique, en fait, on va se référer à des normes, on va se référer à des croyances communément partagées et communément acceptées dans une société, et plus spécifiquement dans l'éthique scientifique, dans une communauté scientifique. Des valeurs de respect, des valeurs d'honnêteté, etc. L'éthique, ça renvoie également à une réflexion sur les enjeux sociétaux de la science et des progrès scientifiques. Donc à titre d'exemple, en France, depuis les années 80, nous avons un comité consultatif national d'éthique qui a cette mission. Cette mission qui est de réaliser des travaux, des analyses, des tables rondes. Il y en a un qui a été un travail de réflexion qui a été réalisé très récemment pour des questions telles que GPA, PMA. Toutes ces questions qui renvoient au progrès de la science et aux implications, aux conséquences sociétales du progrès de la science. Cette interrogation va être faite par ce type de comité. D'un point de vue réglementaire, en France, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éthique de la recherche, il existe un dispositif, pour l'instant le seul qui existe véritablement, c'est un dispositif concernant la recherche biomédicale, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'en fait, dès lors que vous travaillez avec l'humain, en gros, dès lors qu'un chercheur est amené à rencontrer un être humain, et que cette personne, et que le chercheur doit poser des questions et doit interagir avec cet individu, eh bien, on rentre potentiellement dans le cadre de ces recherches qu'on va appeler recherches impliquant l'être humain. Et ces recherches impliquant l'être humain sont définies dans le cadre de la loi, qui est la loi bioéthique, biomédicale, bioéthique. Et cette loi bioéthique va réglementer des recherches qu'on appelle biomédicales et interventionnelles. Autrement dit, toute recherche qui implique le progrès des connaissances biologiques, le progrès des connaissances médicales, et qui vont être des recherches interventionnelles. Je suis psychologue, demain je vais faire une recherche pour savoir si une psychothérapie que j'ai développée, il n'y a pas d'action médicamenteuse dans mon intervention, mais je vais développer un outil qui a pour objectif d'avoir un effet thérapeutique sur quelqu'un, même s'il n'y a pas d'éléments médicaux, d'éléments médicamenteux dans mon travail, je relève malgré tout de ce dispositif puisque c'est une recherche interventionnelle. Donc il y a un ensemble de textes qui ont été promulgués depuis qui permettent de positionner un petit peu toutes les recherches qu'on a en sciences humaines, psycho, etc., qui ne sont pas biomédicales et qui ne sont pas interventionnelles. Donc il y a aujourd'hui des textes qui permettent de positionner de manière un petit peu particulière ces recherches, qui font que ces recherches ne sont pas traitées comme, par exemple, une recherche en psychologie qui serait interventionnelle. Donc ça, c'est le cadre de l'éthique. Maintenant, concernant le cadre de l'intégrité scientifique, là, je vous ai mis une citation d'un texte qui est le rapport Corvol. Le rapport Corvol, on en reparlera un petit peu plus loin. À la fin du diaporama, j'ai mis toutes les références bibliographiques où vous pouvez récupérer tous ces documents. Et on verra après qu'il y a le projet qu'au sein de l'établissement, il y a un mini-site qui soit dédié à l'intégrité scientifique, qui sera un mini-site ressource où vous aurez toutes les informations utiles. Quand on regarde dans ce rapport Corvol comment l'intégrité scientifique est définie, mais l'intégrité, ça renvoie à une conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. Autrement dit, l'intégrité, ça va porter sur la conduite. Autant l'éthique porte sur les normes, sur des valeurs, l'intégrité, elle, va porter sur les conduites. Et c'est là où on va pouvoir commencer à parler de bonne conduite ou de mauvaise conduite, de méconduite. J'ai le terme anglais qui m'arrive à l'esprit. Donc, lorsqu'on parle d'intégrité scientifique, aujourd'hui, on fait référence au niveau national à un ensemble de textes dont je vous parlerai après également, notamment la circulaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du 15 mars 2017. Donc en fait, c'est une circulaire, c'est un outil de travail qui a été publié par le ministère pour aider les établissements de recherche à mettre en œuvre une politique de promotion et d'intégrité scientifique et de traitement des manquements à l'intégrité scientifique. Et ce document est également assorti d'un autre document qui s'appelle le Vademecum sur l'intégrité scientifique, dont je vous parlerai également dans quelques minutes. Et je demande à la directrice de l'ED60 de me dire si je ne dépasse pas trop le temps, parce que j'ai tendance à être un petit peu bavard. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. Donc en fait, l'intégrité scientifique, au-delà de l'aspect bien évidemment moral qui est associé, on constate que oui, moralement, on se doit d'avoir une conduite intègre.
Bon, il y a également d'autres choses, d'autres évolutions qui font que l'intégrité scientifique prend une place particulièrement importante pour le chercheur et les opérateurs de recherche. C'est qu'aujourd'hui, ça devient une priorité européenne et internationale. En l'occurrence, aujourd'hui, l'intégrité scientifique est une priorité de recherche, notamment dans les appels à projets, tels que les appels à projets financés par l'Europe, les appels à projets Horizon 2020. Donc l'intégrité scientifique fait partie d'un aspect à part entière des dossiers et des éléments du dossier que l'on doit renseigner si on veut déposer ce type de projet. Et il y a une volonté également que cette présence d'un item intégrité scientifique soit également présente dans tous les appels à projets ANR, etc. Et on le verra, ça apparaîtra également comme un item pour l'évaluation des établissements et également pour l'évaluation des unités de recherche. Alors, quand on parle d'intégrité scientifique dans la démarche du chercheur, on a besoin de documents qui nous aident un petit peu à nous repérer. L'intégrité scientifique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une conduite intègre et qu'est-ce qu'une conduite qui n'est pas intègre? Donc depuis quelques années, il y a un ensemble de documents, de textes qui ont été publiés afin de vous aider, afin de nous aider à repérer ce qu'est une démarche intègre, et tout simplement pour que vous, étudiants en première année de thèse, et même par la suite, pour nous chercheurs, quand on envisage la mise en place d'une recherche, on va se poser la question, mais dans quelle mesure la recherche que je mets en place respecte des règles d'intégrité? Parce qu'on peut très bien ne pas respecter l'intégrité scientifique sans forcément le faire consciemment. On peut parfois le faire tout simplement parce qu'on ne sait pas. Non, c'est pas pour moi. D'accord. Tout simplement parce qu'on ne le sait pas. Donc il y a un ensemble de documents aujourd'hui qui sont disponibles et qui vont vous aider à repérer ce qu'on entend par intégrité scientifique et par une conduite intègre. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, l'ensemble des opérateurs de recherche, INSERM, CNRS, INRA et bien évidemment la conférence des présidents d'université, ont tous signé un document qui est la charte française de déontologie des métiers de la recherche. Et cette charte française va donner un ensemble de critères qui permettent de définir ce qu'est une démarche de recherche rigoureuse, intègre et responsable. Alors cette charte, vous le verrez, elle est assez succincte, elle fait quelques pages. Cette charte est elle-même dérivée d'une charte européenne qui est elle-même dérivée d'autres chartes. Donc il y a toute une filiation comme ça de chartes qui vont de l'international à l'européen au français. Donc il y a d'autres chartes qui ont été promulguées et qui sont pour certaines un peu plus complètes. Et notamment là je me suis référé au code de conduite européen pour l'intégrité scientifique. Et en fait ce code, il ajoute par rapport à la charte française une précision de ces fameux principes. C'est quoi ces principes fondamentaux qui sont censés gouverner une recherche intègre? Bon, comme tous les principes qui régissent une société ou un groupe, ces principes sont en nombre relativement limité, il n'y en a que quelques-uns. Ce que l'on attend d'un chercheur, c'est qu'il ait une conduite qui soit fiable. Donc la fiabilité, ça va renvoyer à tout l'aspect méthodologique, à l'aspect technique, comment vous construisez votre recherche, quelles sont les méthodologies que vous mettez en place, quels sont les outils d'analyse que vous allez employer, et en quoi tous ces outils, vous êtes assuré que ce sont des outils qui sont fiables, qui vont vous donner des informations qui sont fiables. Un autre aspect, c'est bien évidemment l'honnêteté. Et l'honnêteté, ça va présupposer que vous allez faire une recherche de manière transparente, que vous allez délivrer l'ensemble des informations qui sont nécessaires. Par exemple, les conflits d'intérêts. Vous êtes censé déclarer l'existence de conflits d'intérêts. Si vous ne le faites pas au moment où vous faites la recherche, vous le ferez à un moment donné. Aujourd'hui, lorsqu'on soumet un article pour publication, on le fait via des plateformes, généralement via des plateformes électroniques, et ces plateformes vont nous demander de déclarer l'existence d'éventuels conflits d'intérêts. Donc ça relève d'une démarche honnête. Le troisième volet, c'est le volet que j'ai commencé à aborder avec cette métaphore des géants, qui est le respect. En fait, un chercheur, il a des devoirs, il a des droits et des devoirs, et notamment des devoirs envers ses pairs. Envers ses collègues, il a des devoirs envers, quand je suis enseignant-chercheur et que j'encadre un étudiant, j'ai un devoir de respect à l'égard de cet étudiant, mais on a également un devoir de respect à l'égard des participants à nos recherches et à la société dans son ensemble. On a également un devoir de responsabilité.
C'est-à-dire qu'on est responsable en tant qu'étudiant et en tant que chercheur, on est responsable de nos activités de recherche, on est responsable de la formation que l'on dispense, et on est bien évidemment responsable de la supervision des travaux que nous encadrons. Donc voilà un petit peu on va dire les grands principes, qui sont finalement des principes assez évidents. En fait, la recherche scientifique repose sur des valeurs qui sont globalement des valeurs qu'on retrouve dans la société. C'est en ce sens où respecter l'intégrité scientifique, c'est aussi respecter les valeurs fondamentales de notre société. Donc maintenant, de manière un peu plus opérationnelle, quand on parle d'intégrité scientifique et de manquement à l'intégrité scientifique, de quoi parlons-nous? Concrètement, de quoi s'agit-il? Donc on va le voir, en fait, le monde des manquements à l'intégrité scientifique, c'est un monde un petit peu complexe. Parce que des manquements, il y en a de multiples formes. Et l'intervention que je fais auprès de vous aujourd'hui n'est pas suffisante pour épuiser toutes ces formes de manquements. Donc j'ai essayé un petit peu d'organiser tout ça en catégories. Alors c'est pas moi qui ai inventé ces catégories, ce sont des catégories qui sont reconnues internationalement, et je vous donnerai à la fin un petit tableau récapitulatif pour vous aider à vous repérer. Donc quand on parle de manquement à l'intégrité scientifique, il y a une première catégorie qui s'appelle la fraude scientifique. Alors la fraude scientifique, c'est très simple, c'est 3 lettres. FFP pour falsification, fabrication et plagiat. Donc les deux premiers, on va le voir, ça concerne un premier cas qui concerne les données, et le plagiat, ça concerne un deuxième cas. Donc le premier cas, les premiers cas de fraude scientifique, eh bien, ce sont les cas de fraude qui portent sur les données. En l'occurrence, quand on parle d'intégrité scientifique, quand on parle de valeur, ça veut dire que c'est vous, C'est vous dans votre intimité de votre travail, dans l'intimité de votre bureau. À un moment donné, vous allez vous retrouver seul, face à votre ordinateur. Face à vous, il y aura un tableau Excel, potentiellement, avec plein de données. Eh bien, ces données, s'il y a un 2,58 qui apparaît, et que vous savez que si ce 2,58, en fait, s'il faisait 1,40, peut-être que ce serait beaucoup plus intéressant pour moi. Et c'est pas très compliqué, on clique sur la cellule, on tape 1,40 et le problème est réglé. Et si on est encore même plus malin, on va s'assurer que ce 1,40, c'est une valeur qui est probable, sachant le type de mesure que l'on a réalisé. Voilà. Et donc là, on rentre de plein pied dans de la fraude scientifique avérée, qui va être ici le cas de falsification des données, et qui vont par la suite conduire à une falsification des résultats et donc à de fausses conclusions. Donc le premier cas, c'est la fraude portant sur les données, falsification, fabrication. Ça inclut ce type de choses, mais ça peut également inclure l'exclusion sélective de données. Donc vous savez, quand on fait de la recherche, notamment quand on fait de la recherche biomédicale, qu'on travaille avec des personnes qui sont spécialisées dans la gestion des bases de données, ils travaillent en plusieurs étapes. On travaille avec une base de données qui est brute, et après on va un petit peu travailler sur cette base parce que cette base ne va pas être propre pour X raisons. Et donc on va mettre en place des méthodologies pour nettoyer la base, et une fois qu'on a nettoyé la base, on va fixer la base. On va décider que la base que l'on a maintenant, c'est la base sur laquelle on va pouvoir travailler. C'est la phase où on peut, de manière légitime, parce qu'il y a des valeurs aberrantes, ou il y a des bugs, etc., on peut être amené à vouloir exclure des données. Oui, mais comment exclure des données? Selon quelles règles? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas tenté d'exclure des données qui pourraient être problématiques? Une petite valeur qui font que ma moyenne va monter, peut-être que si je l'enlève, ma moyenne va un petit peu baisser, et d'un seul coup, au miracle, j'obtiens des effets significatifs. Donc tout ceci relève de la fraude scientifique, et donc c'est une forme de manquement d'intégrité qui est le plus grave. Le deuxième cas, c'est le cas qui concerne la manière dont vous allez vous approprier des idées et des contenus d'informations. En l'occurrence, quand on fait de la recherche, on s'appuie sur des épaules de géants, mais les épaules des géants, ça veut dire que ce sont aussi d'autres chercheurs qui ont publié des articles et qui vont diffuser des documents sur lesquels vous allez vous appuyer. Donc il va falloir que vous vous appropriez ces informations pour que vous produisiez votre pensée. Vous produisiez vos propres idées. Produire ses propres idées, ça implique qu'on ne reprenne pas exactement les idées, qu'on ne reprenne pas exactement les phrases telles qu'autrui a pu les rédiger. Ou du moins, si on le fait en respectant certaines règles. Et on essaie de ne pas le faire trop, parce qu'à la fin, on a un document qui est ni plus ni moins qu'une synthèse que ce que d'autres ont pu dire. Ce qui est un petit peu embêtant, puisqu'une thèse, c'est censé être l'expression de votre pensée, et de votre pensée qui a dû évoluer pendant 3 ans. Donc ce deuxième cas, c'est le cas de plagiat, et donc qui est un cas où, malheureusement, on constate que certaines personnes ont tendance à s'approprier les idées d'autrui
sans les utiliser pour développer leurs propres idées. Et ça, c'est également un cas de manquement à l'intégrité particulièrement grave. Alors ensuite, à côté de ces cas de manquement à l'intégrité, il y en a d'autres un peu plus light, qui ne sont pas moins light en termes de conséquences pour notre communauté, mais qui sont un petit peu plus light au regard de la sévérité. Donc ce sont ce qu'on appelle des pratiques discutables ou des pratiques douteuses. Alors là, j'en ai mis 5, avec en face des exemples, mais il y en a bien plus que 5. Donc des formes, et ce sont les formes de manquement les plus fréquentes. Autrement dit, heureusement, vous l'avez vu, 1 ou 2%, c'est-à-dire que 98% des travaux et des chercheurs veulent faire une recherche propre, veulent faire une recherche intègre. Maintenant, pour de multiples raisons, on peut être amené à commettre un certain nombre de manquements à l'intégrité. Par exemple, c'est un cas que j'ai rencontré il y a quelque temps, un chercheur qu'on accusait de manquement à l'intégrité scientifique et d'avoir utilisé d'avoir construit des données et d'avoir publié des résultats qui n'étaient pas possibles, sachant les données qui avaient été collectées. Donc c'était un cas de suspicion de falsification et de fabrication. Bien évidemment, lorsque ça fonctionne comme ça, il y a un lanceur d'alerte qui va dire « Voilà, moi j'ai lu telle chose, je soupçonne qu'il y a un cas de fraude. » Le chercheur qui est incriminé va dire « Mais non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai fait telle et telle chose. » Et c'est argument contre argument. La seule façon de s'en sortir, eh bien, c'est de partir sur les données. On part sur les données primaires et regarder quelles sont ces données et ce que ces données proposent. Et ce chercheur nous disait, bah non, moi, finalement, je n'ai pas pu conserver mes données pour X raisons. Donc en fait, et ça c'est quelque chose qui peut se produire, et qui est assez grave, puisque ne pas conserver les données primaires fait que, eh bien, on ne peut pas après vérifier les résultats qui sont publiés. Et cette simple chose, ne pas prêter attention à la manière dont on traite et dont on stocke les données primaires, c'est un manquement à l'intégrité. Et ça s'appelle une pratique douteuse de recherche sur les données. Un autre aspect, je prends le troisième cas, qui peut être parfois un petit peu aigu, poser des problèmes aigus, c'est les pratiques douteuses dès la publication. Autrement dit, peut-être que vous le savez déjà parce que c'est quelque chose qui a pas mal fuité dans la société civile. On va dire la société civile, c'est hors du monde de la recherche. Il y a une sorte de petite ritournelle qui existe dans le monde de la recherche, c'est publish or perish. Et cette petite expression pointe bien l'importance aujourd'hui que la publication scientifique a dans le monde de la recherche, dans nos carrières, etc. Ça signifie que la publication, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour vous, puisque vous êtes amené peut-être à vouloir avoir une carrière académique, donc les publications que vous ferez durant votre travail, vos années de thèse, eh bien, vont vous servir d'appui pour ensuite avoir un dossier qui vous permettra de défendre vos candidatures à des postes. Donc ça veut dire que votre nom, la place que votre nom aura dans l'ordre des auteurs, eh bien, va être particulièrement important. Donc ça, c'est un travail que normalement votre directeur de thèse vous aide à réaliser. C'est-à-dire qu'il est censé vous aider. Et donc on sait pertinemment que le fait que vous soyez un premier auteur, deuxième auteur, ou dernier auteur, troisième auteur, tout ceci va avoir une importance particulière et les places peuvent avoir des valeurs un petit peu différentes en fonction des professions. Donc en l'occurrence, si parmi les auteurs, certains obtiennent une place de manière abusive, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent premier auteur alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose, c'est juste ce qu'on appelle un retour d'ascenseur. Dans ce cas-là, c'est un manquement à l'intégrité scientifique qu'on appelle une pratique douteuse liée aux publications. Alors, on ne va pas faire un listing, je vais juste vous donner un petit peu, j'ai voulu vous donner un petit peu un outil pratique qui vous permet un petit peu de vous repérer dans ce monde des manquements à l'intégrité scientifique. Donc, c'est un tableau qui a été proposé, enfin, un tableau qui est issu d'un article de Locke dans le British Medical Journal, publié en 1988. Vous avez la référence intégrale ici. Et si vous ne voulez pas lire cet article dans son intégralité ou vous voulez juste travailler sur ce tableau, en fait, le travail de Locke a été repris dans un numéro spécial de la Revue du Praticien, qui est une revue médicale de 2016, dans le volume 66. Et en fait, c'est un volume, un numéro spécial sur l'intégrité scientifique. Et vous retrouverez ce tableau dans ce numéro, et vous voyez qu'en fait, l'intégrité scientifique, ça va des méconnaissances méthodologiques. Et ces méconnaissances méthodologiques, c'est tout simplement que, par exemple, vous testez une hypothèse, et cette hypothèse présuppose que vous utilisiez une technique de modélisation. Et comme vous ne connaissez pas cette technique, vous utilisez une autre technique, un peu moins puissante, mais qui permet également de tester une hypothèse.
Et de cette analyse, vous en déduisez des conclusions qui ne sont pas justes au regard de l'analyse. Ça va être un manquement de mes connaissances méthodologiques. Et je sens ma voisine qui me regarde pressément, c'est que le temps passe vite. Non? C'est bon? Nickel. Donc ça, c'est la méconnaissance méthodologique. Comme vous le voyez, la méconnaissance, c'est quelque chose qui est non intentionnel, puisque vous ne savez pas, puisque vous ne maîtrisez pas ces aspects techniques, vous commettez la faute sans le savoir. La zone un petit peu intermédiaire, et pour le référent intégrité scientifique, c'est là où les choses deviennent un petit peu compliquées, puisque quand il faut instruire des dossiers, il va falloir qu'on détermine la gravité des actes qui ont été commis. Sommes-nous dans une situation de fraude ou sommes-nous dans une situation un peu moins sévère? Et notamment, la problématique, ça va être sur la pratique discutable en recherche. Puisqu'en fait, ce sont des pratiques, comme vous le voyez, qui sont ni totalement intentionnelles, mais ni totalement non intentionnelles. Ça signifie que, par exemple, je vais prendre l'exemple du p-hacking. Le p-hacking, ça signifie que quand vous voulez tester une hypothèse et que vous avez des données, en fait, sachant la nature des données que vous avez un ensemble de solutions méthodologiques pour pouvoir analyser vos données. Voilà. Théoriquement, les techniques d'analyse que l'on emploie, sont des choses qu'on détermine a priori. On formule des hypothèses, on les définit de manière opérationnelle, on choisit comment on va obtenir les données et on détermine a priori comment on analyse les données. Normalement, c'est ce qu'on fait. Les choses sont cadrées. Maintenant, on peut être tenté, si les analyses qu'on a réalisées, si elles ne produisent pas exactement ce que l'on veut, on peut être tenté d'essayer différentes techniques. Technique 1, technique numéro 2, technique numéro 3, en se disant, bon, peut-être qu'avec cette technique, je n'ai pas le résultat que je veux, mais peut-être qu'avec une autre technique, finalement, j'aurai un résultat beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est du p-hacking. Ça revient en fait à multiplier les différentes techniques d'analyse pour choisir les techniques d'analyse qui donnent le résultat que je veux. Alors que ce n'est pas forcément la technique d'analyse la plus adaptée, sachant les données, sachant les hypothèses. Donc là, on est dans un cas de pratique discutable de recherche. D'autres exemples, ça va être la torture ou ce qu'on appelle le massage des données. Donc c'est là où la frontière avec la fraude devient un petit peu compliquée. C'est-à-dire à partir de quel moment vous avez, par exemple, exclu des données parce que ces données sont des données aberrantes, à partir de quel moment vous avez exclu des données et qu'on relève plutôt de quelque chose qui relève de la pratique discutable, ou à partir de quel moment l'exclusion des données relève d'une fabrication, d'une falsification de données. Donc c'est là où il y a une frontière qui n'est pas facile à identifier, et on constate que là, l'un des critères, c'est le niveau d'intentionnalité. Le niveau d'intentionnalité va être un critère extrêmement important à prendre en compte en tant que référent intégrité scientifique. C'est un critère extrêmement important qu'on prend en compte pour pouvoir déterminer dans quel cas nous sommes. Alors, voilà un petit peu très globalement comment on peut envisager l'intégrité scientifique, les manquements à l'intégrité scientifique, comment on peut la placer par rapport à la notion d'éthique. Alors aujourd'hui, l'intégrité scientifique en France, où est-ce que l'on en est et comment cette notion est traitée? Alors là, je vous ai fait un petit historique très rapide parce que, bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui ont été faites en France depuis. En l'occurrence, la manière dont l'intégrité scientifique a été traitée et abordée a été extrêmement variable en fonction des organismes de recherche. Le CNRS, l'INSERM se sont engagés notamment dans la nomination, non pas de référents intégrité scientifique, mais de chargés des missions intégrité scientifique depuis bien plus longtemps. Depuis les années 90, l'INSERM s'est doté de ce type de personnes. Bon, dans les universités, c'est quelque chose qui était beaucoup plus anecdotique. Donc face à ce constat d'une très grande hétérogénéité entre les établissements concernant le traitement des problèmes d'intégrité scientifique, il y a eu une volonté depuis quelques années de mettre en place des dispositifs et une démarche visant un petit peu à uniformiser le traitement d'intégrité scientifique dans tous les opérateurs de recherche en France. Alors une première date, 2015, c'est la signature de la Charte nationale de la déontologie des métiers de la recherche. Et en tant que référent intégrité scientifique, et puis pour l'établissement, c'est un petit peu une base de travail à partir de laquelle nous, on va pouvoir élaborer une charte d'intégrité qui va être celle de l'établissement. On va dire que pour nous, notre référence, et pour les pouvoirs publics, la référence nationale, c'est cette charte. Une fois que la charte a été élaborée, eh bien, c'est intéressant, mais maintenant, il faut pouvoir la mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait des dispositifs innovants qui soient mis en œuvre dans l'établissement pour que l'intégrité scientifique soit traitée.
Ce travail a été demandé à Pierre Corvol, hein, qui est professeur au Collège de France. Et le Pierre Corvol, pendant une année, il a constitué un groupe de travail pour traiter cette question. Comment pouvons-nous traiter de l'intégrité scientifique en France et quels dispositifs innovants pouvons-nous réaliser? En 2016, il a présenté, lors d'une séance au ministère, où étaient représentés les différents opérateurs de recherche, il a présenté son rapport. Son rapport comprenait un ensemble de propositions qui ont ensuite été reprises par le ministère et qui a servi de base pour la publication d'un ensemble de documents qu'on verra dans un instant. 2016, c'est aussi une date importante puisque pour vous, doctorants, et pour nous, directeurs de thèse, c'est la date de publication du cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Donc ça, c'est quelque chose qui va un petit peu régir la manière dont on va travailler. Et dans cet arrêté, l'intégrité scientifique et la formation à l'intégrité scientifique, notamment dans les écoles doctorales, figurent comme quelque chose devant être réalisé. 2017, c'est la publication du Code de conduite européen pour l'intégrité scientifique. Enfin, c'est la publication de la révision. Hein. C'est un document qui est un peu plus ancien, mais c'est la publication de la révision. 2017, c'est également la publication de la circulaire du ministère. Donc en fait, cette publication de la circulaire s'appuie sur le rapport Corvol. Le rapport Corvol a fait des propositions. Le ministère a ensuite publié et diffusé au sein des opérateurs de recherche une circulaire du ministère qui va cadrer la manière dont l'intégrité scientifique va être mise en œuvre dans les établissements et notamment la question de la nomination d'un référent intégrité scientifique. De manière beaucoup... Alors c'est un document qui est assez concis, hein, qui n'est pas très opérationnel. Pour plus précisément savoir comment travailler, il y a un vademecum sur l'intégrité scientifique qui a aussi été publié en 2017. Et ce vademecum va définir de manière un peu plus précise comment traiter les manquements à l'intégrité scientifique, qu'est-ce qu'un référent intégrité scientifique et quelles sont ses missions. Donc tout ceci est bien évidemment consultable. Et 2017, c'est également l'installation d'un organisme national qui s'appelle l'Office français de l'intégrité scientifique, qui s'appelle l'Office. Autrement dit, aujourd'hui, au niveau national, il y a une organisation qui fait référence, qui va un petit peu organiser, qui va mettre en musique tout ce travail sur l'intégrité scientifique et qui s'appelle l'Office, et qui est un département de l'HCERES. Alors, je vais aller un petit peu rapidement sur ces points qui sont qui vont un petit peu dans les détails. Donc, dans cette circulaire, on retrouve un ensemble d'éléments qui indiquent comment mettre en œuvre l'intégrité scientifique dans les opérateurs de recherche. Donc ça veut dire que cette circulaire impose que cette charte soit généralisée et que les établissements mettent en œuvre des procédures d'accompagnement des chercheurs et mettent en œuvre des procédures de traitement de l'intégrité scientifique. Autrement dit, là, on n'est pas très loin. On n'est pas loin, en même temps, on est différent de tout ce qui relève des aspects disciplinaires, de tous les aspects un petit peu déontologiques, puisque en fait, notre établissement va se doter d'un ensemble de personnes, l'intégrité scientifique, le référent déontologue. Il y a comme ça tout un tas de personnes qui vont intervenir pour les aspects à la fois un peu plus déontologiques ou intégrité scientifique, puisque l'intégrité scientifique, moi, mon rôle, ce ne sera pas de déterminer si vous relevez du conseil disciplinaire. Ce n'est pas mon travail. Moi, mon rôle, ce sera juste de déterminer si oui ou non il y a eu un manquement d'intégrité scientifique, et si oui, lequel, et d'en référer au chef d'établissement. Moi, je n'ai pas une mission disciplinaire. Et cette circulaire également précise la manière dont sera mis en place des mesures de contrôle pour accompagner la politique volontariste des opérateurs de recherche. Et bien notamment, l'Office va avoir pour mission d'aider, d'encadrer les départements de l'HCERES qui vont ensuite venir dans les établissements pour évaluer les établissements, pour évaluer les formations et évaluer les unités de recherche. Et ces départements HCERES vont, en plus des aspects scientifiques qui étaient jusque-là pris en compte, vont également prendre en compte les aspects intégrité scientifique, et ceci coaché par un département de l'HCERES qui va être l'Office. Alors plus précisément, comment ça fonctionne? Donc l'HCERES, je pense que vous connaissez peut-être cette organisation, c'est une autorité administrative indépendante qui a par délégation, il y a, on va dire, dans le paysage, il va y avoir l'HCERES et il va y avoir l'ANR. L'un qui évalue, l'autre qui finance. Voilà à peu près globalement le paysage. Donc l'HCERES est composé de différents départements par discipline et sa mission, ça va être d'évaluer
tout ce qui relève de la recherche et de la formation. Donc autrement dit, vous allez, en tant que doctorant, intégrer une unité de recherche, un laboratoire. Et bien, ce laboratoire a fait l'objet d'une évaluation HCERS qui évalue le projet scientifique, qui évalue sa faisabilité, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la mission de l'HCERS. Et depuis 2017, cet HCERS s'est doté d'un département qui s'appelle l'Office. Alors pourquoi l'Office arrive ici? Parce que vous voyez qu'il y a un aspect important qui est que conflit d'intérêts. Comment être jugé parti si l'Office est rattaché à des universités, si l'Office est rattaché à des opérateurs de recherche, il y a conflit d'intérêts évident. Donc il fallait trouver une solution pour que l'intégrité scientifique soit traitée de manière relativement indépendante. Et la solution la plus pratique et la plus juste, c'était ceci, puisque même d'un point de vue financier, c'était une solution beaucoup plus viable. Donc l'Office de l'intégrité scientifique, on le verra juste après, c'est une structure qui a notamment pour mission de coacher un réseau, qui est le réseau des référents intégrité scientifique. Autrement dit, je vais avoir des confrères dans toutes les autres universités, dans tous les autres opérateurs de recherche, CNRS, INRA, etc. Et ce réseau de référents intégrité scientifique va lui-même coordonner l'activité des différents intégrités scientifiques qui sont dans les établissements. Alors l'Office de l'intégrité scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une structure transversale, une structure indépendante, et qui a pour mission de gérer toutes les questions relevant de l'intégrité scientifique. Donc, je ne sais pas si vous voulez passer juste avant, mais IS, j'avais indiqué que ça signifiait intégrité scientifique. Ça allait un peu plus vite et ça prenait moins de place sur la diapo. Donc, et plus précisément, l'Office a 3 missions. La première mission, c'est une mission d'expertise. Donc l'objectif, ce n'est pas de taper sur les doigts de ceux qui ont fauté. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est au contraire de faire en sorte que les manquements à l'intégrité scientifique soient, si ce n'est disparus du paysage, du moins qu'on les ait drastiquement réduits. Donc la mission d'expertise, ça va être d'aider, d'accompagner les établissements à mettre en œuvre les dispositifs d'intégrité scientifique et aussi coacher les départements HCERS. L'Office a également une mission d'observatoire. Autrement dit, tout à l'instant, je vous ai montré des doubles flèches. Il y a un référent intégrité scientifique et une double flèche avec l'Office. Autrement dit, l'Office a également pour mission de recueillir des remontées de terrain et de réaliser une mission d'observation pour pouvoir notamment faire évoluer la charte, faire évoluer les pratiques qui sont jusque-là décrites dans le Vademecum. Et l'Office a également une mission d'animation qui est d'aider, promouvoir le travail des réseaux des référents. Un exemple de travail tout simple, vu qu'aujourd'hui on est sur un dispositif qui est original, qui est extrêmement récent, demain, quelqu'un vient me voir et me dit voilà, moi je suspecte que tel collègue, en fait, il a falsifié ses données. Il a publié un article et cet article s'appuie sur des données qui sont inventées de toutes pièces. Ok. Comment je traite ça? Comment je fais? Quelle est la procédure que je vais devoir suivre pour pouvoir instruire le dossier? On est sur une situation originale et cette procédure standard nationale n'existait pas jusque-là. Donc aujourd'hui, le réseau des référents intégrité scientifique travaille et on est en train de finaliser la mise en œuvre d'une procédure nationale visant à déterminer quel que soit l'établissement où un lanceur d'alerte va déposer ce type de plainte, quels que soient les référents intégrité scientifique, ce sera la même procédure qui sera appliquée. Donc l'Office a pour objectif aussi d'animer, promouvoir les travaux du réseau de ce référent. Alors de manière assez schématique, l'Office c'est quoi? L'Office c'est un organisme qui est présidé par Olivier Le Gall, directeur de recherche, et l'Office a également, donc ça c'est on va dire l'aspect un peu plus scientifique, et l'Office dispose également d'un département, d'une équipe plus opérationnelle qui est dirigée par Joël Alneau. Et l'Office, c'est également un ensemble d'experts qui se réunissent régulièrement. En l'occurrence, 12 experts français et internationaux qui travaillent et qui font vivre l'Office. Alors, vous, en tant que doctorant ou vous, en tant que directeur de thèse, si parmi vous, certains sont présents, vous n'allez pas vous adresser à l'Office. Vous avez dans l'établissement une personne qui va être l'interlocuteur pour vous de l'Office et qui va être l'interlocuteur pour toutes les questions relevant de l'intégrité.
Et en l'occurrence, cet interlocuteur pour l'établissement, c'est moi, pour une durée limitée, puisque je ne suis pas nommé à vie. Il y a bien évidemment une durée limitée de la nomination. Donc le référent intégrité scientifique, c'est votre interlocuteur pour toutes ces questions relevant l'intégrité scientifique. Autrement dit, l'intégrité scientifique, c'est quoi? Dans quelle mesure, potentiellement, est-ce que je vais pas commettre un manquement d'intégrité scientifique? Mon rôle, c'est pas uniquement de recueillir les doléances et puis d'instruire le dossier, c'est aussi d'aider et d'accompagner les chercheurs dans cette mission. Donc, le référent est nommé par décision du responsable d'établissement et ce responsable a 3 fonctions principales. La première, c'est une fonction de vigilance. C'est notamment ce que je suis en train de faire à l'instant. C'est promouvoir les principes d'intégrité scientifique. Et mon rôle, c'est aussi de m'assurer que chacun d'entre vous, vous avez une connaissance claire de ce qu'est l'intégrité scientifique et des procédures de traitement des manquements à l'intégrité scientifique. Donc pour l'instant, les choses ne sont pas encore diffusées, puisque ma nomination est récente et que nous travaillons actuellement à la mise en place de tout ceci. Ma mission est également une mission de prévention et des traitements de manquements à l'intégrité scientifique. Donc, par exemple, en l'occurrence, lorsque il y a quelques temps, j'étais président d'une société savante de psycho, et puis on avait reçu l'appel d'un collègue américain qui nous disait, voilà, en lisant des travaux d'un auteur, et j'ai lu les travaux de cet auteur parce que je trouvais que ses recherches étaient assez surprenantes, c'était des hypothèses très très surprenantes. Et donc, mon attention avait été alertée par cela. Et puis, en creusant un petit peu, j'ai constaté que ces résultats, on pouvait en douter parce que c'était quasiment impossible. Les valeurs de tests statistiques me semblaient quasiment improbables. Donc, je suspecte qu'il y avait un souci. À qui puis-je m'adresser? Et puis, j'étais un petit peu embêté parce que je dis, à l'époque, des référents intégrité scientifiques, il n'y en avait pas. Donc, en l'occurrence, mon rôle, ça va être cela, de recevoir des demandes de lanceurs d'alerte qui vont me donner un dossier, qui vont me donner un ensemble d'informations. Et ma mission, ça va être de mettre en place une procédure visant à traiter ces allégations. Et bien évidemment, je ne vais pas travailler dans mon coin. Et bien évidemment, le travail que je réalise devra être transparent, puisqu'on considère que l'intégrité scientifique, c'est transparent. Donc, on va faire en sorte que j'ai également un travail intègre. Donc, ça signifie que le travail que je réalise fera l'objet d'un compte-rendu annuel que je rendrai au chef d'établissement, qui aura pour objectif d'indiquer l'ensemble des actions qui auront été menées. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je n'ai pas pu épuiser l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Donc, dans mon PowerPoint que vous pourrez récupérer, j'aurai mis les différents textes. Je vous ai mis ici les différents textes que j'ai cités, et je vous ai également mis les liens vers ces textes pour que vous puissiez les consulter plus amplement. Donc juste pour vous indiquer un petit peu aujourd'hui où nous en sommes au niveau de l'établissement dans la mise en œuvre de toutes ces procédures. Donc actuellement l'établissement travaille sur 2 aspects. Donc le premier aspect, c'est l'intégrité scientifique qu'on vient d'évoquer. Donc nous travaillons actuellement sur la charte d'intégrité pour l'établissement. Nous travaillons actuellement sur la procédure qui sera celle que l'établissement va adopter pour traiter les questions de manquement d'intégrité. Nous travaillons également sur la mise en œuvre d'un mini-site. Alors, je suis très, très, très mauvais sur les aspects techniques. Donc, on m'a juste dit que le format le plus adapté, ce sera un mini-site. En d'autres termes, sur le site de l'université, il y aura un espace dédié à l'intégrité où vous aurez l'ensemble des informations concernant l'intégrité scientifique. Donc, tout ceci, c'est en cours. Et vu le dynamisme des équipes de l'université, je suis convaincu que ça ira très, très vite. Le deuxième volet, c'est l'éthique. Donc en l'occurrence, depuis quelques années, il y a une multiplication, un foisonnement des comités d'éthique d'établissement. Alors des fois c'est établissement, des fois c'est labo, ça change un petit peu de format en fonction des lieux. Il y a des comités d'éthique qu'on appelle SHS, donc des comités d'éthique pluridisciplinaires. Autrement dit, aujourd'hui, quand on fait de la recherche en SHS et qu'on travaille avec l'humain, on rencontre un petit problème, enfin même un gros problème. C'est que si on ne fait pas de la recherche bioéthique, médicale, biologique, et qu'on ne fait pas de la recherche interventionnelle, on ne relève pas des comités d'éthique, ce qu'on appelle les comités de protection des personnes, qui sont des comités relevant de la recherche médicale. Donc on ne relève pas de ces comités, donc on n'a pas un dossier incroyable à constituer, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on ne dépend d'aucun comité.
Et c'est un petit peu problématique, puisque d'un point de vue moral, on peut être tenté de vouloir s'assurer qu'on respecte notre recherche et respecte des règles éthiques. Et de manière un peu plus intéressée et pragmatique, lorsqu'on veut maintenant publier dans des revues américaines et anglo-saxonnes, il nous est demandé d'indiquer quel est le numéro de validation du comité d'éthique, ce qu'on appelle des IRB. Et je vous dis dans un instant ce qu'est un IRB. Donc quand on fait de la recherche en sciences humaines et qu'on ne relève pas des CPP, eh bien, on n'a pas ce type de numéro puisqu'il n'y a pas de comité existant aujourd'hui, notamment à Montpellier. Donc face à ce problème, depuis 1 an ou 2, donc l'établissement, avec une petite équipe, on réfléchit à la constitution de ce type de comité SHS dans l'établissement, pour que vous puissiez, tout chercheur qui le souhaite, puisse pouvoir avoir un avis éthique et avoir un numéro pour sa recherche. Donc même chose, c'est un travail qui est en cours. Donc la procédure de travail a été élaborée, le projet a été présenté aux différents directeurs d'unités de recherche concernés, en l'occurrence par le biais d'une réunion des directeurs d'unités de recherche. Aujourd'hui, le comité de pilotage pour construire le projet est en train de se finaliser. Nous avons un ensemble les documents sont quasiment tous à peu près, on les a à peu près tous. Maintenant, il faut les travailler et les mettre en musique. Donc ça signifie que on pense que vraisemblablement, sans trop m'avancer, je pense que courant premier semestre, deuxième semestre de l'année, nous devrions avoir un comité d'éthique qui soit opérationnel. Alors je suis volontairement flou deuxième semestre de l'année, puisque bon, ça va dépendre de la rapidité à laquelle on va pouvoir travailler, etc., etc. Mais bon, voilà, ça c'est un deuxième volet sur lequel nous travaillons et qui devrait, je pense, être opérationnel avant juin 2019. Eh bien, j'ai épuisé, j'espère pas vous, en tout cas j'ai épuisé l'ensemble des points que je voulais aborder, et je vous remercie infiniment de votre attention.